Messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, j'ouvre la séance du conseil municipal. Je vais demander à Émilie Genot-Desmoulins de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Arnaud Murgia, Richard Nussbaum, Catherine Valdener, Éric Pétieux, Annie Assier-Conversé, Christian Julien, je pense, va arriver. Jean-Marc Caponi est excusé et a donné pouvoir à André Martin. Claire Barnéou, André Martin, Michel Stripnikov, Patrick Michel, Corinne Aschettino est excusée et a donné pouvoir à Annie Assier-Conversé. Christian Ferru, Corinne Forbrac est excusée et a donné pouvoir à Richard Nussbaum, René Michel, Christophe Hosty, Stéphane Simon, Renaud Ponce est excusé et a donné pouvoir à Marie Soubran, Hervé Boulet, Sandrine Cordier est absente, Johan Lagier, Maud Gadet, Marie Sosa François est excusée et a donné pouvoir à Claire Barnéou, Thomas Schwartz, Alexis Lalanne est excusé et a donné pouvoir à Thomas Schwartz, Loi Africain est excusé et a donné pouvoir à Michel Stripnikov, Max Duez est absent et a donné pouvoir à Aurore Marchand, Aurélie Poyot, Gabriel Léon, Francine Dardenne. Merci beaucoup. Le quorum étant largement atteint, j'ouvre la séance du conseil municipal. Chers collègues, je voudrais revenir sur quelques points marquants des derniers jours, si vous me le permettez. Le premier, c'est bien entendu les nouvelles qui me semblent extrêmement structurantes et importantes pour le désenclavement ferroviaire de notre territoire et de notre ville. Depuis 20 ans, en réalité, nous attendions qu'une solution soit apportée au train de nuit. Et je suis vraiment très heureux que le ministre des Transports, Philippe Tabarot, ait arbitré en la faveur du train de nuit, puisque vous le savez, ce sont plus d'une centaine de locomotives de wagons, pardon, 25 locomotives, plus d'une centaine de locomotives, pardon, et 27 wagons qui sont commandés pour 5 lignes d'équilibre du territoire, et donc prioritairement pour le Paris-Briançon, ce qui veut dire qu'avant 2030, nous aurons un train de nuit complètement neuf et des locomotives complètement neuves, et on sait que la vétusté du matériel roulant de notre train de nuit est l'un des éléments les plus problématiques qui expliquent l'un des retards des lignes. Sur le front des transports, la deuxième bonne nouvelle, c'est que depuis plusieurs années, la liaison avec Oulx s'était bloquée, et non pas seulement parce que le TGV ne fonctionnait plus du fait de l'éboulement, mais parce que nous n'avions plus de liaison concrète. Et le travail que nous avons effectué avec Renaud Muselier nous a amené à rétablir cette liaison. Et je crois que c'est une très bonne chose parce que vous avez vu que c'est aussi une liaison virtuelle et combinée en billetterie sur le site de la SNCF. On peut d'ores et déjà maintenant acheter un Paris-Briançon qui passe par Oulx avec une seule rupture de charge qui nous amène à arriver à Briançon en bus, et je crois que c'est une excellente nouvelle. Et puis demain, ce sera bien entendu l'enjeu des TER, des trains express régionaux, et de la régénération totale du Briançon-Marseille pour que nos étudiants, nos habitants, comme les personnes qui viennent nous visiter, ne mettent plus 5 heures, mais bien 3 heures à 3h30 pour se rendre à Briançon. Ce sera l'occasion de beaucoup d'annonces, je crois, de travaux, notamment à travers les discussions qui sont encore en cours sur le prochain contrat de plan État-région, puisque ce seront des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros. Et vous savez à quel point ce dossier est prioritaire. Et je crois que ce sont d'ores et déjà de très bonnes nouvelles, alors qu'on a très longtemps et très souvent déploré le manque de désenclavement ferroviaire de notre territoire. Le deuxième des dossiers, c'est bien entendu les travaux conséquents, importants qui avancent dans notre ville. Je voudrais vraiment féliciter les équipes et l'ensemble des élus qui ont suivi le dossier de la place de l'Europe qui arrive à son terme. La place est en train d'être végétalisée, ce qui est, je crois, une très bonne chose. Je rappelle qu'il n'y avait pas un arbre sur cette place qui était dans très mauvais état, qu'on a repensé la place de la voiture et les bornes de stationnement seront bientôt mises en fonctionnement. Elles permettront, je crois, d'apporter plus de fluidité aux commerçants avec un stationnement qui sera limité pour éviter les voitures tampons. Et pour autant, tout en repensant cette place de la voiture, on a gagné des places de stationnement dans le quartier, avec l'ensemble des aménagements qui ont été réalisés sur la place du marché couvert et sur la contre-allée du marché. Et vous le savez, mais Jean-Marc Chiapponi en parlera dans les semaines qui viennent, on travaille aussi sur un dossier que nous avions entamé dès 2020-2021, c'est-à-dire d'essayer de trouver d'autres endroits pour aménager quelques places de stationnement supplémentaires. Et nous avons un projet sur lequel nous travaillons d'ores et déjà à côté du Val-Chancel. C'est un projet qu'on reprend puisque la réalité c'est que nous avions, vous le savez, étudié
cher André Martin, la totalité de la réflexion de notre ultra-centre-ville, si j'ose dire, la place de l'Europe, mais bien entendu les jardins de Rosenheim qui avaient vu déjà des travaux, la place de Suse qui fait partie des prochaines étapes, et puis un jour il faudra bien entendu s'attaquer à l'avenue du 15-9 et à ces espaces de stationnement qui sont fort détériorés. Je crois que tout ça, c'est à la fois l'image de la ville, mais à la fois aussi le confort qu'on doit aux riverains, même si notre ville change, et que bien entendu la sortie de terre de l'ensemble des quartiers du 15-9, de la nouvelle cité administrative, vont entraîner des modes de fonctionnement nouveaux de notre ville, mais je le dis, il ne faut pas que ça se fasse bien entendu au détriment de notre confort de vie. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez une délibération ce soir qui nous amènera, comme nous le faisions au parking Jean Freund, à proposer aux agents de la ville et de la communauté de communes de stationner au parking du Prorel 1. L'idée étant bien entendu que les places du centre-ville à côté de la cité administrative soient occupées par celles et ceux qui viennent dans le centre-ville voir les commerçants ou par celles et ceux qui viennent utiliser les services publics et non pas par, bien entendu, les agents qui sont stationnés là toute la journée pour la durée des horaires de travail. En même temps, nous avons un système de mobilité et de transport Altigo qui fonctionne de mieux en mieux. Nous avons eu l'occasion d'évoquer à la communauté de communes les chiffres du réseau qui sont en augmentation de plus 15% et sur toutes les catégories socio-professionnelles et les catégories d'âge. Et je crois que c'est une excellente nouvelle, même si à nouveau nous aurons des choses à dire. J'en profite très rapidement justement pour faire le lien avec la question qui a été posée au conseil municipal. Vous savez que c'est traditionnel. Et il se trouve que c'est le GAM, le groupe d'action municipale, que je salue bien volontiers, qui nous l'a posé. Et je vous lis la question. Étant donné qu'un parking souterrain un temps envisagé est maintenant mort et enterré par le groupe Garrigae, qui assurera l'exploitation de l'hôtel 4 étoiles, comment comptez-vous gérer le stationnement sur le secteur pour les personnels et visiteurs de la mairie, la CCB, le CCS, l'accueil France Service, etc., etc. Pour mémoire, le parking du centre-ville dispose de 208 places. Cette situation inquiétante vous avait été signalée par courrier en 2003. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Alors je m'excuse de n'avoir pas fourni de réponse écrite au GAM. J'ai eu l'occasion d'en discuter à maintes reprises avec l'un de ses éminents membres, en la personne d'André Gilitos, que je salue bien volontiers. Je voudrais juste indiquer que il faut qu'on soit précis sur ces sujets et qu'il y a des choses qui sont à mon avis pas si évidentes que ça. Première des choses, c'est que j'entends les débats qui ont eu lieu par le passé consistant à dire qu'il faut un deuxième parking souterrain sous colo. Déjà, je voudrais rappeler que si nous n'avons pas pu le faire, c'est surtout parce qu'il n'a pas été prévu dès le début de la ZAC. Et que dans la situation où nous avons retrouvé la ZAC avec beaucoup de l'eau vendue déjà autour, il était extrêmement compliqué de pouvoir le réaliser et nous l'avons étudié. Je pense que André Martin, comme Richard Nussbaum, s'en souviennent, mais que nous n'arrivions pas à trouver quelque chose qui était cohérent au titre de nos finances publiques ou de l'équilibre économique. Mais pour autant, un parking souterrain dans le centre-ville, il y en a déjà un, et il est à 150 mètres de la ZAC. Et il n'est que très rarement plein. Il a un taux de remplissage de 70% hors saison et de 80% en plein été, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins 30 places de libre et un maximum en moyenne un turnover d'une cinquantaine de places. Nous sommes en train d'avoir les premiers chiffres de l'étude CITEC que vous avez bien voulu voter, mesdames et messieurs les élus, pour étudier l'ensemble du stationnement et de la circulation au centre-ville. L'étude n'est pas définitive, donc nous en livrerons dans les mois qui viennent les résultats complets. Je voudrais juste dire que sur cette étude qui a été faite en plein mois de février, le cabinet d'études CITEC comptabilise le stationnement sur le périmètre de tout le centre-ville comme non saturé avec une réserve de capacité de stationnement qui va jusqu'à 20%. Tout cela en pleine vacances de février. La réalité, c'est qu'effectivement, quand on veut se garer pile poil dans cette rue à côté de tel commerce, probablement que nous ne pouvons pas, mais nous avons encore des poches de stationnement qui sont souvent libres. Je voudrais accessoirement dire que justement, nous allons faire en sorte que les agents et les personnels de la communauté de communes ne soient pas les premiers qui emplissent les parkings. Deuxième chose, rappelez que l'hôtel 4 étoiles, il a un parking qui lui est propre et qui est en train d'être construit justement de l'autre côté, dans le bâtiment qui s'appelle les Cimes, et que le rez-de-chaussée du bâtiment les Cimes, dans son côté qui est en réalité le soutènement de la route nationale 94, est un parking dédié spécifiquement à cet hôtel. Et que de la même manière, le deuxième hôtel qui sera construit, et
on a déjà abordé ces propos en conseil municipal. L'hôtel qui est porté par le groupe Compagnie des Alpes et par sa filiale Travel Factory a, lui, pour sa part, un parking bus qui est dédié tout simplement parce que c'est un hôtel sous forme d'hostel et d'auberge de jeunesse qui fonctionnera principalement avec une clientèle de tour opérateur et en l'occurrence avec son tour opérateur puisque la Compagnie des Alpes a l'exploitant hôtelier Travel Factory et l'exploitant tour opérateur Travel Ski et que c'est bien pour cela d'ailleurs que nous avons prévu cette desserte-là. Donc je voudrais juste expliquer et dire les choses telles que je les pense. Bien entendu que dans l'absolu, si nous avions pensé la ZAC dès le début, peut-être que nous l'aurions pensé différemment en termes de stationnement. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra faire des choses différemment. Mais en l'état des choses, il y a plus de places de stationnement en centre-ville qu'il n'y en avait en réalité il y a 5 ans. Et que nous avons aussi une croissance touristique qui fonctionne puisque cette année, sur les seuls chiffres de Noël que nous avons, parce que les chiffres de février ne sont pas consolidés, les plus grosses augmentations de fréquentation du domaine skiable sont sur le ProRail. Ce sont les plus grandes augmentations de la station, ce qui veut dire que Briançon aujourd'hui est en pleine dynamique et que par la force des choses, tout ça va bien entendu créer des problématiques que nous connaissons d'ores et déjà en saison, mais en tout cas, on va tout faire aussi pour les gérer. C'est bien pour ça qu'il faut aussi qu'on aille, je pense, vers un certain nombre de changements d'usage. Et cette étude, que nous aurons l'occasion, je pense, de commenter quand elle sera vraiment finalisée, nous montre aussi un chiffre qui est particulièrement intéressant, c'est que dans la circulation du centre-ville, nous avons 27% des trajets qui sont des trajets de moins d'1 kilomètre et qui sont effectués en voiture. Ce qui veut dire que nous avons aussi une saturation du stationnement qui est due parfois à cela, ce qui me pousse à penser qu'il faut que, bien entendu, on continue à pousser ce que nous avons fait sur l'usage du cyclisme et des pistes cyclables. Je vous rappelle qu'on a créé la bagatelle de 8 km de pistes cyclables en moins de 5 ans. Et je pense qu'il faudra continuer. On lance Altivélo à la CCB, un système de location en longue durée de vélo pour encourager les gens aussi à passer le cap, parce que je pense que sur les trajets de petite durée, de courte durée, il faut l'encourager. Il faut continuer à encourager le transport en commun. Et bien entendu, il faut faire la meilleure des choses pour le stationnement, mais il faudra qu'on sache gérer intelligemment cet équilibre, puisque nous voyons bien en réalité que nous avons dans la population à la fois des gens qui veulent beaucoup plus de stationnement, mais qui dans le même temps voudraient plus de piétons et continuer à pouvoir stationner toujours de la même manière. Et on ne peut pas, avec la géographie qui est la nôtre, ni pousser les montagnes, ni concilier les choses. Donc il faut trouver un équilibre. Moi, j'ai jamais voulu qu'on fasse passer des pistes cyclables en supprimant des places de stationnement, parce que je pense que les gens ont légitimité à vouloir se garer en bas de chez eux. Mais il faut qu'on continue à trouver cet équilibre-là, et je pense que chacun pourra en témoigner. À chaque fois qu'on réaménage, on essaie à la fois de repenser la place de la voiture, mais de continuer à construire une ville agréable et dans laquelle on vit le mieux possible. Voilà pour la question au conseil municipal. Je ne serai pas plus long sur ce propos liminaire, qui est somme toute très tourné vers notre majorité municipale, qui est fortement mobilisée ce soir, et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Voilà, mesdames et messieurs, j'ouvre notre conseil municipal. Pardon, monsieur Pétieux, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire, si vous le permettez, j'aimerais que ce soir nous ayons une pensée émue pour une employée municipale dont les obsèques se sont tenues aujourd'hui. Myriam Besson nous a quittés après une longue maladie. Elle était attachée à la mise en forme des délibérations. Et donc, je souhaite adresser de notre part, si vous le permettez, nos condoléances à toute sa famille. Je te remercie, tu as tout à fait raison de le faire. Je l'ai fait hier devant les représentants du personnel réunis en comité social territorial, et tu as totalement raison de nous associer tous à l'hommage à Myriam Beson. Je te remercie, cher Éric. Mesdames et messieurs, y a-t-il des prises de parole? Madame Desmoulins-Genoux. Moi, je voulais simplement rappeler que le samedi 26 avril est organisée pour notre part la 2e édition de Nettoyons le Sud, en partenariat avec la région Sud. Pardon. Donc ça sera le 26 avril à partir de 13h30 au Parc des Sports.
Vous êtes bien sûr tous et toutes conviés, et aussi la population. Plus on est nombreux et plus l'événement aura de l'ampleur, et on espère le reconduire. S'il n'y a pas de monde, ce sera un peu plus compliqué. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Nettoyons le Sud et de ne pas hésiter à regarder les réseaux. Nos équipes ont fait de très belles affiches avec tous les renseignements dessus. Merci. Bien, merci à toi et merci à la région de cette initiative que nous accompagnons. L'ordre du jour appelle à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 février. Je vais le mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et le compte-rendu des décisions du maire. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. L'ordre du jour appelle à la désignation du référent déontologue de l'élu local. Il vous est proposé de désigner M. Pierre-Étienne Biche, ancien préfet de région, ancien conseiller d'État, comme la loi nous y oblige. Je mets cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Je vais, si vous me le permettez, vous présenter les 3 comptes de gestion de la ville, budget principal, du budget annexe de la RMBS et du budget annexe du CSA. Et je sortirai de la salle pour que monsieur le premier adjoint puisse mettre les comptes administratifs aux voix, puisque vous savez que je n'ai pas le droit de les faire voter. Le compte administratif du budget principal, nous en avons parlé hier en commission, il fait apparaître un résultat de fonctionnement de clôture de plus 6,5 millions, alors que le budget que nous avions voté en 2024 envisageait un résultat de plus 5,6 millions. Ce qui veut dire que entre le budget que vous avez voté en début d'année et la clôture, on a réussi à gagner et à économiser 1 million d'euros. En réalité, sur les dépenses de fonctionnement, on a réalisé une économie de quasiment 600 000 euros sur l'exercice du budget 2024. Donc, je le dis à tous les élus responsables de ce service et à l'ensemble, bien entendu, de l'administration, merci et bravo, parce que c'est 600 000 euros d'économie qu'on fait sur l'argent public des Briançonnais et qui ont réinvesti pour les Briançonnais. Voilà. Pour le budget de la RMBS, elle est en bonne santé financière, elle fait apparaître un résultat de 93 000 euros et très concrètement, on revient aux chiffres, vous le savez, qui sont ceux d'avant Covid et qui sont même en nette progression, ce qui veut dire que j'ai tendance à penser que la fréquentation touristique est toujours à peu près relative à la fréquentation du stationnement. Et sur le CSA, on a un résultat de plus 16 398 euros, avec de la même manière des chiffres de fréquentation qui sont plutôt bons, mais dont on a toutes les raisons de penser, Richard, qu'avec les nouveaux équipements qui seront livrés cet été au Parc des Sports, ils ne feront qu'augmenter. Voilà. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, je vais mettre le compte de gestion du budget principal aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Le compte de gestion du budget annexe de la RMBS, s'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention, il est adopté. Et le compte de gestion du centre sportif d'altitude, s'il n'y a ni opposition ni abstention, je vous remercie, il est adopté. Et je vais laisser la présidence de la séance à monsieur le premier adjoint, qui voudra bien attendre juste que je quitte la salle définitivement. Et je ne reviendrai qu'après que vous ayez pu. Je vous en remercie. Et que vous fermâtes la porte, bien sûr. Merci. Donc, il me revient de faire voter ce compte administratif. Donc, je précise que l'exécution du budget principal de 2024 fait apparaître un résultat de fonctionnement de clôture de plus 6 555 840 euros et 13 cents, alors que le budget envisageait un résultat de 5 630 712 euros. Cette différence s'explique par un taux de réalisation des recettes de fonctionnement de 100,26%, c'est-à-dire des recettes d'exécution supérieures aux prévisions budgétaires de plus 336 517,18 euros, bien sûr. Un taux de réalisation des dépenses de fonctionnement de 97,55%, autrement dit la réalisation d'une économie de 588 611,10 euros par rapport aux prévisions budgétaires. Donc je pense que nous pouvons être fiers de ce résultat de gestion pour 2024. Y a-t-il des questions? Madame Dardenne? Non? Parfait. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette délibération est adoptée. On va dire ça. Hein. Il me revient maintenant, pour la délibération numéro 6, de faire voter le compte administratif, le budget annexe de la RMBS.
Le compte administratif permet bien sûr de comprendre la formation du résultat de l'exercice. Donc ainsi, l'exécution du budget annexe 2024 fait apparaître un résultat d'exploitation de clôture de 81 264,78 € en positif, alors que le budget envisageait un résultat de 93 781 €. Cette différence négative de 12 516 € s'explique par un taux de réalisation des recettes d'exploitation inférieur à celui des dépenses d'exploitation. Donc il me revient à nouveau de faire voter donc ce compte administratif de la RMBS. Y a-t-il des questions? Oui, non. Des votes contre, des abstentions, Madame Pouillot non plus. Et donc cette délibération est adoptée. Concernant le compte administratif du XAB, le compte administratif du XAB, donc l'exécution du budget fait apparaître un résultat d'exploitation de clôture de plus 19 462,98 €, alors que le budget envisageait un résultat de 16 398 €. Cette différence positive de plus de 3 000 € s'explique par un taux de réalisation des recettes d'exploitation légèrement supérieur à celui des dépenses d'exploitation. Je précise donc qu'on est assez optimiste pour le XAB, comme le maire le disait, avec les nouveaux équipements, les nouvelles équipes et puis les nouvelles demandes que nous avons. Je pense que le compte administratif pour l'année prochaine sera nettement en hausse. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité des voix. Merci, Monsieur le Premier adjoint. L'ordre du jour appelle à l'examen du budget principal et de l'affectation des résultats. Donc, il vous est tout simplement proposé d'affecter les résultats que vous venez d'adopter dans les comptes administratifs. Je vais donc les rappeler brièvement. Pour le budget principal, il vous est proposé d'affecter 1 927 377,74 €. Je rappelle juste à toutes fins utiles que, comme toutes les communes de France, nous avons un décalage cette année puisque le vote du budget de l'État, du fait de la censure du gouvernement Barnier, s'étant fait en février et pas en décembre, on a été destinataire et notifié de certaines dotations de l'État comme la DGF que jeudi dernier. Et donc aujourd'hui, on réintègre le budget, puis on réintègre un certain nombre de subventions. Au mois de juin, on aura une deuxième décision modificative dans laquelle on rajoutera encore des recettes supplémentaires puisqu'on n'a pas été notifié de tout. C'est pour ça que quand on dit que c'est pas sans, enfin, ne pas voter un budget du pays en décembre, c'est pas sans impact, ben on l'a. Alors on suit de la trésorerie et ça va bien, mais c'est pour ça que vous retrouvez encore 2 millions. Là, c'est l'affectation du résultat, mais il restera encore des recettes à réintégrer au budget. Voilà. Donc ça, c'est les bons résultats de l'année dernière que nous réaffectons sur l'investissement de cette année. Puis, bien entendu, dans le budget principal, ben, vous retrouverez le programme d'investissement que vous connaissez. Donc je vais mettre l'affectation des résultats aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Concernant la RMBS, il vous est proposé d'affecter l'excédent de 29 000 € et donc il est proposé de reporter l'intégralité du résultat d'exploitation qui est donc de 81 264,78 €. C'est ce que vous venez de voter au compte administratif. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et pour le CSA, de la même manière, on affecte la somme de 19 462,98 € pour la bonne tenue budgétaire de nos comptes. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Le budget principal dans son budget supplémentaire. Je viens aux choses plus importantes puisque c'est bien entendu l'ajout à notre budget de ces 1,9 million d'euros. Donc vous retrouvez naturellement quelques dépenses en fonctionnement qui sont importantes, c'est plutôt de l'ajustement. Donc vous retrouvez des menus crédits, que ce soit sur le déménagement de la cité administrative, que ce soit, alors c'est le prestataire de déménagement, sur la cantine scolaire, et puis vous voyez, vous retrouvez les 117 000 € et les 10 000 € de DGF et de dotation nationale de péréquation qu'on n'avait pas au moment du vote du budget initial. Donc on rajoute les dotations de l'État. Et donc, c'est 1,9 million d'euros que nous affectons plus
ces dotations de l'État qui arrivent, même si on a récupéré aussi quelques subventions, vous pouvez le voir, puisque nous rajoutons au BS 209 000 euros de la région pour la modernisation du parc des sports et 183 000 euros du département pour la piste d'athlétisme très précisément, nous permettent derrière, vous le verrez dans la délibération juste après, de modifier les autorisations de programme et les crédits de paiement d'un budget qui est déjà fortement tourné vers l'investissement. Et donc nous retrouvons cette année, alors j'avance un petit peu l'ordre du jour, mais pour que ce soit très clair dans le BS, on retrouve en crédit nouveau 1 million d'euros sur la cité administrative. Vous savez que c'est la part que la ville rembourse à la CCB, qui a la maîtrise d'ouvrage de la cité administrative, chantier qui va se terminer puisque nous allons ouvrir le 29 mai. On retrouve 320 000 euros sur les chaussées et sous-têtements. Eh bien, c'est les travaux qu'on a prévus de renouvellement total de l'enrobé sur une bonne partie du chemin de Rive-Clarée côté Rurat, et puis sur l'avenue Barbeau aussi qui a été endommagée. Je précise que les travaux de l'avenue Barbeau, on les fera en deuxième partie d'année quand on aura fini les travaux, une bonne partie des travaux de la ZAC. Ça coule de source puisqu'il y passe beaucoup de camions. On retrouve 98 000 euros sur des travaux sur les bâtiments, 112 000 euros pour terminer la réfection de l'orgue de la collégiale et 22 385 euros pour de l'urbanisme réglementaire. La grande majorité du plan d'investissement de l'année 2025 avait bien entendu été présentée au budget principal et elle concerne, vous le connaissez, toutes les opérations en cours, c'est-à-dire bien entendu le parc des sports qui est en cours de finalisation et qui sera livré pour cet été. Les travaux avancent extrêmement bien, on en dira un mot si vous le souhaitez, et bien entendu l'ensemble des travaux qui touchent à la fois à la ZAC, à la place de l'Europe, à la modernisation de l'éclairage public et à l'ensemble des travaux dans les quartiers qui continuent. Voilà, mesdames et messieurs et chers collègues, le budget supplémentaire qui vous est proposé d'adopter. Est-ce que ça appelle à des questions et des remarques de votre part, chers collègues? Si ça n'en appelle pas, je vais mettre le BS 2025 pour le budget principal aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Il vous est ensuite proposé d'adopter le budget supplémentaire pour la RMBS, puisque nous avons ajouté les résultats. Et donc sur la RMBS, nous ajoutons en section d'investissement des remplacements de lecteurs de carte bleue, des remplacements de rodateurs et puis bien entendu les bornes d'arrêt minute de la place de l'Europe. Voilà. Si ça n'appelle pas de questions, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions sur le budget annexe de la RMPS? Je vous remercie, il est adopté. Et enfin, sur le CSA, vous avez rajouté un peu plus de 19 000 euros et il vous est proposé dans le BS de modifier l'investissement à hauteur de 35 000 euros pour le mobilier de l'équipement des chambres des stagiaires. Voilà. S'il n'appelle pas d'objection, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Il vous est ensuite proposé de valider les autorisations de programme et les crédits de paiement. Je viens de vous les détailler précisément. Si ça appelle des questions de votre part, nous pouvons y revenir. Je crois que le programme d'investissement de la ville est maintenant bien connu des Briançonnais, naturellement, puisqu'il n'a jamais été aussi élevé dans notre ville que depuis ces 5 dernières années. Nous avons doublé le budget annuel d'investissement de la ville grâce à la renégociation de la dette et au plan économique ambitieux que nous avons mis en œuvre. Je voudrais en profiter en modifiant ces APCP pour remercier le conseil départemental et les élus représentants ici du département, la région et son président Renaud Muselier et bien entendu les services de l'État avec qui nous travaillons bien sur tous les dossiers, puisque vous remarquerez qu'il n'y a aucun de nos dossiers d'investissement qui n'est pas cofinancé par nos partenaires, et je crois que ça, c'est une preuve de reconnaissance aussi de la qualité des projets de la ville, chers collègues. Je vais donc mettre la révision des APCP aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Richard Nussbaum pour évoquer les délibérations sport. Merci Monsieur le maire. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avons arrêté la liste des subventions municipales aux associations et clubs sportifs pour l'année 2025. Il a été décidé que toute subvention supérieure à 8 000 euros ferait d'ores et déjà maintenant, ferait l'objet d'un conventionnement spécifique. Cela concerne 12 associations. Le Cœur de Vauban, qui a bénéficié d'une subvention de 20 000 euros,
Tous en Seine qui bénéficient d'une subvention de 50 000 euros, les enseignes de Briançon 12 000 euros, le Hockey Club Briançon 62 000 euros, le Briançon Basketball 15 000 euros, le Club des Escartons 16 000 euros, le Rugby Club du Pays Briançonnais 13 000 euros, le Nautic Club Briançonnais 13 000 euros, l'Olympique Briançon-Serre-Chevalier 13 000 euros, le Tennis Club Briançon 13 000 euros, le Club des Sports d'hiver du Briançonnais 52 000 euros pardon, et le Trail Running Altitude 10 000 euros. Afin de lever toute confusion sur 6 associations auxquelles nous avions attribué des subventions en février dernier, il est précisé dans cette délibération le montant et la dénomination précise des associations. Je vous propose donc de voter cette délibération. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des remarques ou des questions? Ça n'en appelle pas. Et j'en profite pour nous dire que je crois que nous avons une belle politique vis-à-vis du sport et que très franchement, les équipements qui vont être livrés vont être d'une très grande qualité. Je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Éric Pétieux. Pardon, c'est bon. Oui, monsieur le maire, pour vous présenter une délibération qui est la mise à jour de la liste des logements de fonction au 1er mai 2025. Cette délibération est une simple actualisation de la liste des logements de fonction et il vous sera demandé de retirer de la liste des emplois et logements de fonction le logement 6, immeuble Les Cordeliers, 1 rue Aspirant-Jean, à Briançon, pour les raisons que vous savez, c'est-à-dire le déménagement de notre structure vers la cité administrative Zac du 15-9. De modifier en conséquence la liste des emplois bénéficiaires d'un logement de fonction attribué avec astreinte ou pour nécessité absolue de service et de décider que cette modification interviendra au 1er mai 2025. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. S'il n'y a pas d'opposition ni abstention, elle est adoptée. La parole est à nouveau à Éric Pétieux. Oui, la deuxième délibération concerne le stand de tir de la Plombagine et est une convention de mise à disposition au profit de l'ONF pour leur entraînement de tir. Alors en fait, cette mise à disposition sera gracieuse. Et il s'agit simplement de 2 séances d'entraînement par an. Voilà ce qu'il en est. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. L'ordre du jour appelle à l'examen de la délibération qui va transférer la maîtrise d'ouvrage du projet de transformation du Fort des Têtes à la Solidéo Alpes 2030. Permettrait bien entendu de m'attarder sur cette délibération qui est très importante puisque tout simplement elle permet de faire en sorte que, et c'était attendu, que le village olympique et sa reconversion ne soient pas bien entendu réalisés par la ville. Il y a eu beaucoup de craintes par le passé consistant à dire qu'il fallait faire attention, que ça pouvait impacter les finances de la ville. C'est la société d'État créée par la loi, la société de livraison des équipements olympiques, qui est d'ailleurs une société capitalisée à 1 milliard d'euros par l'État et les régions, qui va porter à la fois le projet de village olympique et à la fois sa reconversion. Je crois que, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un élément qui peut rassurer, puisqu'il est très sécurisant. C'est bien entendu exactement le même format que ce qui s'est passé à Paris 2024. Je voudrais être assez clair là-dessus, puisque la Solidéo est d'ailleurs une émanation et la reproduction très précise de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, qu'est-ce que nous transférons aujourd'hui? Nous transférons la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire tout simplement que pour le compte de la ville, c'est donc bien cette société opérateur d'État qui va porter à la fois la consultation du projet, qui sera lancée très précisément lundi prochain, j'en dirai quelques mots après, la sélection de l'opérateur économique immobilier qui réalisera le projet, les travaux,
Et une fois les Jeux Olympiques terminés, la transformation du village olympique en logement pérenne, selon le projet que nous aurons défini. Puisqu'il va de soi que c'est bien entendu le conseil municipal qui, avec la Solideo, décidera bien entendu du projet. Puis il va de soi que c'est toujours le maire et le conseil municipal qui valident les délibérations, les projets, qui signent les permis de construire. Donc aujourd'hui, nous validons le transfert. Alors je pense que c'est en plus une très bonne chose puisqu'il va de soi que le niveau d'ingénierie et le niveau, si j'ose dire, d'équipement humain et technique d'une société qui va porter la totalité des chantiers de tous les Jeux Olympiques, forcément, et sans commune mesure avec celui que nous avons nous, même si, bien entendu, je voudrais saluer le travail de tous nos ingénieurs. Je crois que la ville est largement montée en puissance sur sa capacité à porter elle-même des projets. Mais aujourd'hui, nous transférons tout cela. Alors, comment les choses vont se dérouler, mesdames et messieurs les conseillers, désolé de la redite, puisque nous avons eu une réunion tous ensemble hier avec les ingénieurs et les représentants de la Solideo Alpes 2030. Mais je voudrais, pour la population, expliquer les choses très simplement. Aujourd'hui, la municipalité a posé un certain nombre d'invariants dans le projet de reconversion du village olympique. Le village olympique, finalement, nous connaissons ce à quoi il ressemblera, puisque le village olympique des Alpes 2030 sera le même cahier des charges qu'un village olympique pour Paris 2024 ou pour toutes les Olympiades. Il faut loger les athlètes, il faut pouvoir les restaurer, il faut des salles multiconfessionnelles, et puis il faut bien entendu une dimension de sécurité qui me paraît très importante, et en plus de ça qui sera assez facilitée par la capacité du fort. Si vous voulez bien signer après, si vous voulez, parce que c'est un peu embêtant. Merci. Par ailleurs, sur la phase village olympique, il va de soi que nous présenterons, tout ça avait fait l'objet de débat, le scénario de l'étude de programmation qui a été choisi. Puisque pourquoi nous avons fait une étude de programmation? C'est une étude capacitaire en réalité. Nous voulions savoir, et nous l'avons fait dès la période de dialogue ciblé avec le CIO, si le Fort des Têtes pouvait accueillir le village olympique. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvions réaliser des logements et des chambres pour accueillir 1 millier d'athlètes? C'était bien l'objet de l'étude de capacité, et nous voulions savoir très précisément ce que ces bâtiments pouvaient nous permettre de faire là-haut. Et donc nous savons aujourd'hui, c'est ce qu'a montré cette étude, et nous en montrerons bien entendu les plans principaux la semaine prochaine, nous savons que c'est possible. Bon. Nous savons accessoirement que nous pouvons très peu transformer, voire quasiment pas, le Fort des Têtes. Ça, c'est, cher Eric, l'ensemble des règles liées aux monuments historiques, et nous sommes obligés de les respecter, comme nous respectons la loi, puis nous voulons les respecter, puisque nous voulons sauvegarder ce patrimoine, et nous voulons au contraire le réhabiliter et le régénérer. Nous ne voulons pas naturellement le détruire, et nous ne voulons pas qu'il se détruise tout seul. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a, je crois, une opportunité historique à travers ces Jeux Olympiques. Et puis, derrière, va démarrer, puisque le conseil d'administration de Solideo se réunit lundi pour justement lancer un appel à concurrence, va démarrer en fait la phase de candidature. C'est-à-dire que Solideo, à nos côtés, va d'ici l'été pouvoir sélectionner les opérateurs qui sont acceptés à concourir. C'est exactement le même processus que celui que nous avons dans un jury de concours. C'est ce que nous avons fait sur la cité administrative, sur le parc des sports et sur les sanatoriums de Rhône-Azur, mais à une plus grande échelle. Donc on va d'abord sélectionner les entreprises et les groupes de promotion d'opérateurs qui sont autorisés à concourir, et ensuite ces derniers feront une proposition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien que ça soit clair pour la population. On ne peut pas répondre aujourd'hui à ce que ressemblera le nouveau quartier de ville, puisqu'on va justement laisser la liberté aux opérateurs et à leurs architectes de nous faire des propositions, dans une contrainte qui est celle des invariants qu'on a fixés, je vais y revenir, et celle, bien entendu, du respect des monuments historiques et des règles liées à l'UNESCO. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les façades, on n'a pas le droit de créer des fenêtres en plus, et par contre, on a le droit à de petites extensions neuves, d'une part liées aux plans initiaux de Vauban, Eric, mais c'est une histoire qu'il faut que tout le monde entende, puisque vous savez que les plans initiaux de Vauban, en réalité, on n'est pas allé au bout. Enfin, à l'époque, ils ne sont pas allés au bout, parce que le fort n'est pas entièrement construit. Donc, en théorie, nous pourrions aller jusqu'au bout des plans de Vauban. Et puis, dans le cadre du précédent permis qui avait été accordé, il y avait justement eu ces discussions avec la DRAC. Tout ça, nous le détaillerons, bien entendu, la semaine prochaine, puisque c'est, je crois, au délégué interministériel chargé des Jeux Olympiques et au directeur général de Solideo de le détailler. Et puis, les invariants, c'est bien entendu les points très clairs que nous voulons, c'est dans la reconversion,
du logement en accession sociale à la propriété comme nous l'avons fait à Renazur, puisque nous ne nous résolvons pas à ce que globalement on offre pour avenir aux jeunes Briançonnais de ne plus pouvoir se loger, mais on ne se résout pas non plus à ce que leur seul avenir soit d'être locataire. Puisque si on veut que nos enfants restent au pays, il faut qu'ils puissent avoir l'horizon de devenir propriétaires. Et pour ça, il faut des prix maîtrisés dans l'accession. Puisqu'on sait que la raréfaction du foncier, et elle est très claire avec le zéro artificialisation net, elle fait, en plus de ça, elle aggrave l'augmentation des prix de l'immobilier. Et du logement saisonnier, parce qu'on sait que pour soutenir l'emploi dans notre territoire, on a une vraie problématique pour loger nos saisonniers. Et on veut que ce village olympique puisse répondre à tout cela. Il y aura d'autres questions qui seront bien entendu posées. Il y aura aussi beaucoup de liberté. Je rappelle que nous avons collectivement posé 2 choses sur la table. Nous aimerions qu'à travers l'ensemble de ce projet, on puisse trouver l'opportunité à la fois de laisser un lieu de témoignage muséal de l'histoire militaire de notre pays et de l'histoire de Vauban. Ça, c'est quelque chose que nous voulons réaliser. Et puis, on a aussi très clairement dit que nous voulions donner un avenir au théâtre intercommunal et que nous étudierons toutes les possibilités à travers la reconversion du village olympique et accessoirement on parlera aussi du bâtiment de la Chape pour faire un nouveau théâtre intercommunal parce que ça fait partie des projets qui sont les nôtres. Et tout ça, aujourd'hui, ça va se décider dans un processus qui va durer maintenant plusieurs mois jusqu'à la fin 2025, début 2026, où sur la base de ces invariants, les opérateurs économiques immobiliers, leurs architectes, feront des propositions en disant voilà comment j'imagine le village olympique, voilà comment j'imagine la reconversion, et puis on sera amené à choisir l'offre qui est économiquement la plus fiable, la plus stable, et puis l'offre qui convient le mieux à l'idée que nous faisons d'un nouveau quartier de la ville. Voilà le processus, il sera détaillé très précisément le 16 de la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, aux côtés d'Edgar Gros-Piron, du délégué interministériel, du directeur général de Solidéo. Donc on pourra à la fois montrer tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, faire toute clarté là-dessus, et puis expliquer très clairement quel est le processus, puisque on est aujourd'hui au début de l'histoire, et on n'est pas à la fin de l'histoire. Donc on entame un beau processus. Mais moi je voudrais attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur le fait que je crois que c'est déjà une chance historique que de pouvoir être au début de l'histoire. Puisque la réalité, et vous le savez tous, nous le savons tous, c'est qu'il n'y avait aucun projet pour sauver cette fortification. Aucun. Et que nous ne voulions pas créer un village olympique en allant artificialiser les sols, parce que nous voulions respecter le PLU que nous avons voté d'ailleurs à l'unanimité, et nous ne voulions pas réaliser un village olympique en donnant de l'argent au privé. Parce que louer des équipements privés, c'est donner de l'argent du contribuable à des opérateurs privés, alors que cet argent, on peut le mettre dans notre patrimoine et sa réhabilitation. Moi, je préfère que cet argent-là, on le mette pour réhabiliter un patrimoine que nous aimons et dont nous sommes extrêmement fiers, et dans un objectif de sobriété foncière. Et j'ajoute que si nous réussissons, et je le souhaite de tout mon cœur, je crois que ce village olympique sera à la fois le fleuron des Jeux olympiques de 2030, mais probablement l'un des plus beaux de l'histoire des Olympiades. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour notre territoire. Donc tout simplement, aujourd'hui, nous transférons la maîtrise d'ouvrage, nous passons de témoin à Solidéo Alpes 2030, qui aura bien entendu bien d'autres maîtrises d'ouvrage. Vous savez que la communauté de communes a transféré la maîtrise d'ouvrage du projet de voies réservées pour un bus au niveau de service. Et puis, sur la Savoie, sur la Haute-Savoie, sur les Alpes-Maritimes, Solidéo aura aussi la maîtrise d'ouvrage des villages olympiques, très probablement, en tout cas de celui de Nice, ça c'est certain, et œuvrera pour livrer en temps et en heure les équipements qui sont nécessaires aux Jeux. Voilà, et pour l'ensemble des points de détail liés au processus de consultation et à son contenu, et à ce que nous voulons réaliser très précisément, même si à nouveau, je le répète, on est au début de l'histoire, et on ne peut pas raconter d'ores et déjà la fin, puisque la vie d'un projet, surtout aussi complexe, elle va évoluer et c'est normal. Mais aujourd'hui, on est déjà à une phase où on sait qu'on va le lancer et on sait que c'est faisable et qu'on peut techniquement le réaliser malgré un calendrier très contraint et qu'on peut aujourd'hui faire fonctionner tout cela. Et je crois que c'est vraiment un point absolument majeur qui est passé. Je ne voudrais pas revenir sur l'histoire de ce site et sur ce qui s'est passé, notamment l'histoire récente. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre des Jeux Olympiques, avec une société d'État capitalisée à 1 milliard d'euros, avec le soutien de toutes et tous, et avec un élan qui est celui, bien entendu, de réussir les Jeux Olympiques, nous n'avons jamais eu autant de chance de réussir. Et je crois que c'est vraiment une belle opportunité
pour notre ville. Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire pour le Fort des Têtes. Je terminerai juste en remerciant, en votre nom personnellement, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a fortement simplifié les démarches d'acquisition qui sont en cours, bien entendu, et qui a concédé, bien entendu, l'euro symbolique sur ce dossier. Et je crois que nous sommes vraiment très soutenus sur ce dossier. Voilà, mesdames et messieurs, y a-t-il des prises de parole sur ce dossier? Alors, honneur aux dames, si René veut bien. La parole est à Michel Skripnikov et ensuite à René Michel. C'est bon. Ne bouge plus. Oui, ben, puisqu'on parle des Jeux Olympiques, ce soir, dans cette délibération, on a parlé du village olympique, mais moi je voulais revenir aussi sur, sur l'espoir aussi de remettre la ligne ferroviaire à niveau, qui en a grandement besoin dans notre région, surtout le Paris-Briançon, qui est le train de nuit, et puis la ligne Marseille-Briançon qui au lieu de, en ce moment, on le parcourt entre 4 heures entre 4 et 5 heures, en 3h30, une fois que la ligne sera refaite, on pourra accéder plus facilement. Et je voulais revenir aussi sur la rénovation de nos routes aussi, qui sont aussi un gros dossier, qui vont être rénovées. Et il y en a grandement besoin aussi. Donc je pense que c'est un plus pour le désenclavement de notre département et du Briançon. Merci beaucoup, ma chère Michel. La parole est à René Michel. Merci, monsieur le maire. Je voudrais vous faire une réflexion qui n'appartient qu'à moi. Je voudrais faire une réflexion qui n'appartient qu'à moi et vous dire que, mais quelle mandature! L'histoire retiendra que nous avons sauvé le fort des Trois Têtes. Merci. Mérite d'être dit et clair. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, chers collègues? Je vais donc vous proposer de transférer la maîtrise d'ouvrage du projet de transformation du Fort des Têtes à Solideo. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité de notre conseil municipal. La parole est à René Michel pour parler de la galerie Paul Blin et de l'hôtel Berwick. Merci, monsieur le maire. Les travaux de réhabilitation de la galerie Paul Blin ont débuté il y a un mois et se poursuivent jusqu'à la mi-juin. Nous avons tenu plusieurs réunions de concertation avec les commerçants en amont et pendant ces travaux afin de trouver les solutions pour que leurs activités commerciales soient impactées le moins possible. Toutefois, nous savons tous ce que sont les travaux, l'impact et la gêne ne peuvent être réduits à zéro. C'est pourquoi nous souhaitons, pour compenser la baisse d'attractivité des bars et des restaurants pendant cette période, leur accorder une exonération temporaire des droits de place du 15 avril au 31 décembre 2025. Parallèlement, vous l'avez vu, les travaux de transformation de la caserne Berwick en hôtel ont commencé en février. Ce chantier étant le dernier de la ZAC dans ce secteur, est confronté à une forte contrainte sur l'espace disponible pour installer la base de vie et ses zones de stockage. Il se retrouve par ailleurs soumis à une redevance d'occupation du domaine public. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'accorder une réduction du périmètre d'assiette de facturation des droits de place pendant toute la durée des travaux. Merci. Et même si en réalité, comme je le disais hier, c'est plutôt l'inverse, puisque justement on fait en l'occurrence payer les droits de place à hauteur de 1 000 euros. Je rappelle qu'en fait, il n'y avait pas de cadre sur ce point précis, c'est-à-dire que sous la précédente mandature, notamment pour les travaux de la phase 1 de la ZAC chez Promophare, il n'y avait pas en fait, de droit de stationnement qui était facturé. Donc on les facture, bien entendu, maintenant, et on les facture au même prix que ça a été fait déjà sur l'hôtel 4 étoiles. Donc en fait, il n'y a pas de changement, ça reste une exonération, mais on a tout simplement adapté le tarif. Et concernant la galerie Paul Blin, il va de soi que ce que nous avons fait pour les commerçants de la place de l'Europe, nous le faisons pour les commerçants de la galerie, en vous disant peut-être qu'il y a une semaine d'avance sur les travaux, ce qui veut dire qu'elle sera fermée une semaine de moins, et que je voudrais en remercier les entreprises qui travaillent à l'intérieur, parce que ça commence déjà à être joli pour ceux qui sont allés voir, et que même si je sais que ces phases de travaux, elles sont embêtantes et que c'est toujours difficile,
Je crois que les résultats de la place de l'Europe sont à la hauteur de ce qu'on attendait, et ceux de la galerie Paul Blin le seront aussi. C'est tout notre centre-ville qui s'embellit. Voilà. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Il me revient de vous proposer d'actualiser le plan de financement de la place de l'Europe, qui va coûter très précisément un peu moins cher, 54 000 € moins cher. Voilà. Écoutez, c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Si Jean-Marc Chiapponi avait été avec nous, j'aurais dit que c'était grâce à lui. Mais voilà. Non. Mais non. Voilà. Mais comme il n'est pas là, je dirais que c'est grâce au bon travail, bien entendu, des équipes de l'ingénierie. Voilà. Je vais mettre cette délibération aux voix. Donc la place de l'Europe et le montant total de l'opération est bien estimé à 900 000 € hors taxe. Voilà. Donc je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à René Michel. Nous sommes à très exactement J-49 de l'ouverture de la cité administrative et on ne parle plus désormais de mois, mais de jours. Les agents de la ville et de la CCB stationnent actuellement, pour ceux qui ont fait la demande, au parking Jean-Freud, près de la porte d'Embrun, au-dessus du monument aux morts. Le déménagement à la cité administrative va changer bien des habitudes pour de nombreux agents, puisque la localisation très centrale permettra à de nombreux agents de venir désormais à pied, en vélo ou en bus, puisque nous aurons 4 arrêts de bus à proximité. Toutefois, les agents habitant plus loin ou pour lesquels l'état de santé ne permet pas de solution alternative à la voiture individuelle, il vous est proposé, mes chers collègues, de leur accorder la gratuité du stationnement dans le parking ProRail 1 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 à compter du 27 mai 2025. Je vous remercie. Et donc c'est dans la droite ligne des propos liminaires que je tenais tout à l'heure. Et en tout cas, je vous remercie par avance de votre vote pour les agents, parce que c'est aussi, je crois, leurs conditions de travail qui se retrouvent ici. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Michel Skripnikov. Alors, pourquoi ça ne fonctionne plus? Regarde, tu vas faire comme ça. Voilà, c'est bon. Tu appuies une fois. Voilà, tu as la parole. Ne touche plus. Merci. Oui, eh bien, comme vous le savez, l'école de Carlien-Ripert, qui comprend la maternelle et l'élémentaire, est une école privée ayant signé un contrat d'association avec l'État en 2006. La ville, siège de l'établissement, doit participer aux frais de fonctionnement de l'école privée pour les élèves domiciliés sur son territoire, en application des tests législatifs et réglementaires en vigueur. Briançon avait conclu avec l'école une convention du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 permettant à l'établissement de bénéficier des prestations de services municipaux pour leur activité et sortie. La réactualisation du forfait suite à diverses réunions avec les membres de l'organisation de l'OGEC on souhaitait dans un souci budgétaire de sortir du dispositif antérieur pour percevoir une dotation exclusivement financière. Le montant du forfait communal donc pour l'année de 2025 s'élèvera à 223 337 €. Et à compter du 1er septembre 2025, pour toute prestation de service, l'OGEC se verra facturer le tarif public sur la base des barèmes délibérés par le conseil municipal de chaque année. Merci beaucoup, ma chère Michel. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à nouveau à Michel Skripnikov. Non, mais en fait, il faut juste appuyer. Ça y est, ce que je fais. Alors, dans le cadre du projet de l'école, 18 élèves de la classe de CP de l'école de Pont-de-Servières partent 2 jours du 16 au 17 juin dans la vallée de la Clarée, avec une nuit au refuge du Fer. Ce dossier a reçu un avis favorable par l'inspection d'académie. Le conseil départemental, et je l'en remercie, participe à hauteur de 20 € par enfant, soit 360 €.
et la ville de Briançon à hauteur de 360 euros. Le reste du budget est réparti entre l'association des parents et les familles. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elle est adoptée. La parole est à Claire Barnéou. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération qui concerne la poursuite de l'aménagement de la Via Guisane entre le pont de la Ribière et la limite communale de Saint-Chaffré. Par délibération du 18 décembre 2024, 5 parcelles sur 20 nécessaires à la poursuite de l'aménagement de cette portion ont déjà été acquises. Un nouveau propriétaire a donné son accord pour que la ville acquiert encore 3 parcelles supplémentaires au même prix que les précédentes, à savoir 1 euro le mètre carré, ce qui fait 652 euros très exactement, pour les 3 parcelles auxquelles il faut ajouter les frais notariés et de géomètre. Ces acquisitions foncières qu'il vous est demandé d'approuver permettent à la ville de Briançon de s'assurer des emprises nécessaires à l'achèvement de la Via Guisane, qui va dans le sens du développement des mobilités douces sur la ville, développement qui n'a jamais été aussi dynamique, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, 8 km de pistes cyclables déjà créées en 5 ans, et sur lesquelles on pourra circuler à vélo avec le dispositif Altivélo qui est mis en place à la CCB. En collaboration avec la Poste. Merci beaucoup. Effectivement, on n'a pas notifié le marché, mais on pourra le dire très rapidement puisque la CAO est désormais passée. Je remercie d'ailleurs les présents. En tout cas, il va de soi que je réaffirme la détermination de notre municipalité à terminer la partie qui lui revient de la Via Guisane, puisque nous en avons fait en réalité plus de 80% sous cette seule mandature, et qu'il nous reste uniquement la partie qui rejoindra la limite communale de Saint-Chaffré. Et c'est pour ça que justement nous procédons aux dernières acquisitions foncières pour pouvoir être en mesure de lancer ces travaux, et nous croyons beaucoup dans cet axe-là. La parole est à Éric Pétieux. Merci, Monsieur le maire. J'ai encore une délibération. Et oui, mais il voulait parler sur la délibération, Éric Pétieux. Il voulait prendre la parole. Ah oui. Ah non, on va tellement. Oui, en fait, c'était pour publiquement encourager nos amis et partenaires municipalités de Saint-Chaffré-Villeneuve et Monetier de dynamiser le projet parce que 2030 c'est proche, et avoir en 2030 aussi parallèle à la troisième voie un itinéraire en utilisation propre telle la voie verte dans la vallée de Serre-Chevalier serait une vraie valeur ajoutée. Et je remercie les différentes municipalités qui ont fait en sorte que sur la ville de Briançon, cette voie verte soit en phase d'achèvement. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elle est adoptée. La parole est à nouveau à Claire Barnéou. Une deuxième délibération qui concerne l'acquisition de 6 parcelles, cette fois situées le long de la voie ferrée, qui appartiennent à la SNCF et qui constituent la plupart du temps des reliquats de voirie communale. SNCF Réseau a accepté de céder ces parcelles pour une surface totale de 1764 mètres carrés au prix d'1 euro le mètre, auquel il convient là encore d'ajouter les frais afférents à cette acquisition, géomètre, notaire. Cette régularisation va permettre de retrouver la maîtrise foncière de tenements réellement occupés par la voirie communale et va faciliter la réalisation de futurs aménagements, dont celui du pôle multimodal, aménagement qui va être réalisé grâce aux Jeux Olympiques, qui vous est donc demandé d'accepter l'acquisition de ces parcelles. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Est-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Richard Nussbaum. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne bien sûr la modernisation du parc des sports et plus particulièrement l'aménagement des abords du gymnase. Ce projet de parc des sports, c'est un projet qui était un projet phare de notre programme 2020, donc on va arriver à totale réalisation, on va dire dans l'été, pour la fin de l'été. Un nouveau gymnase, une nouvelle piste d'athlétisme, un terrain de rugby en herbe, un nouveau terrain mixte de football et de rugby en synthétique,
agrémenté d'un mur d'escalade qui quand même a déjà accueilli de nombreuses personnes. Il est important de préciser qu'il y a eu un très gros travail de fait par les entreprises et par nos services sur ce dossier. Concernant l'aménagement, on va dire quelque peu provisoire, il nous paraît important, puisque ce n'était pas dans le périmètre de la maîtrise d'œuvre, il nous paraît important que l'accueil et l'aménagement existent pour l'inauguration de ce parc des sports. Ça va concerner les abords, l'aménagement de parking, etc. Donc il vous est proposé de voter donc, une somme de 218 000 € hors taxes qui vont être abondés a priori par une subvention du FSST, pardon, de la CCB, pour un montant d'à peu près 30%. Je vous demanderai donc de valider cette délibération pour que l'on puisse, entre guillemets, avoir un parc des sports plus ou moins terminé pour la fin de l'été. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Christian Ferru. Et après, je me réserverai le droit d'un petit mot de conclusion qui ne pourra pas avoir la teneur de ceux d'Annie Astier, mais que je tenais à vous dire très personnellement. Je vous en prie, Monsieur Ferru. Merci, Monsieur le maire. Comme nous le faisons régulièrement, il convient d'actualiser le tableau des effectifs pour tenir compte des avancements de grade pour l'année 2025, dont je vous fais l'économie de la lecture, de la suppression de plusieurs postes en raison du transfert des agents du centre de loisirs de la ville de Briançon à la communauté de communes du Briançonnais, à la suite de la création d'un service commun d'accueil de loisirs sans hébergement entre la ville de Briançon et la CCB depuis le 1er janvier 2025. Que l'on soit clair, ces postes sont supprimés du tableau des emplois de la ville en raison du transfert, mais les agents conservent bien leur emploi. La création d'un poste d'officier d'état civil pour répondre aux besoins de la municipalité en raison de l'absence sur le long terme d'un agent titulaire en poste. Je vous propose d'approuver ces changements. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Je voudrais tout simplement vous faire remarquer que c'est la dernière fois que le conseil municipal de la ville de Briançon se tient dans cette salle et dans l'hôtel des Cordeliers. Et c'est plutôt, je crois, je ne sais pas si c'est un symbole que ce soit la séance la plus unanime, mais je voudrais en profiter pour vous dire quelque chose d'assez simple. D'une part, je voudrais individuellement vous remercier de la mobilisation qui est la vôtre depuis 5 ans. Je sais qu'être absent, c'est une manière aussi, mais la réalité, c'est que vous êtes extrêmement mobilisés dans vos fonctions d'élus et je voudrais vraiment vous en remercier parce que c'est difficile par ces temps troublés parfois et dans lequel on sent bien des tensions aussi dans la société, d'être un élu local au moment où souvent les collectivités locales, les mairies sont un peu les derniers remparts de notre démocratie. Je voudrais vraiment vous en remercier chaleureusement. Et puis, déménager d'ici, c'est aussi se souvenir d'une partie du chemin parcouru, de cette idée qui, pour certains, paraissait un peu folle que de dire que nous allions déménager en ville basse l'hôtel de ville pour y faire un hôtel qui regrouperait la totalité des services publics. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on peut dire aux Briançonnais que à partir du 29 mai, ils pourront solliciter la totalité des services publics, que ce soit le CCAS, l'urbanisme, l'ensemble des services de l'espace France Service, c'est-à-dire tous les services de l'État, la ville, la communauté de communes, dans un seul et même bâtiment, simple, accessible et en plein centre-ville, et surtout neuf, modernisé, et avec un confort de travail pour nos agents qui sera vraiment, je crois, de très très grande qualité. Et tout cela, aujourd'hui, nous amène dans une situation où, alors que nous naviguons tranquillement vers la fin de cette 5e année de mandat, nous pouvons tous nous dire que quasiment 90% de ce que nous avons écrit dans le programme qui nous a vu être élu par les Briançonnais a été réalisé ou est en cours de réalisation. Et quand je disais à quel point la fonction d'élu est difficile, je crois qu'on peut se gratifier, ou en tout cas se satisfaire de se dire que la parole donnée, elle a été tenue. Et je crois que ça, c'est quelque chose dans la vie publique, et surtout dans la vie publique locale, qui doit être dit et redit. Voilà. Ce que nous avons dit, nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire, on a trahi la parole de personne, et on est allé, je crois, à fond de nos convictions, et je crois que c'est important que de savoir pouvoir le dire. Donc, j'ai envie de dire au conseil municipal, rendez-vous dans la cité administrative, rendez-vous
sur l'esplanade Alain Bérou. Je crois que ça en dit long sur aussi la manière dont le premier jour de ce mandat a débuté et sur les valeurs, mesdames et messieurs, qui nous guident, qui sont celles de la loyauté, qui sont celles, je crois, du courage et qui sont celles de la détermination pour une chose très simple, c'est l'amour de notre ville et, je crois, la passion que nous avons tous et tous pour les habitants de ce territoire merveilleux. Je vous remercie, mesdames et messieurs. La séance est levée.